Bonjour à tous, je suis Christophe Douat, le président du directoire de Medincell. Bienvenue à cette vidéoconférence actionnaire qui est aussi ouverte au public et surtout bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Bon, j'espère évidemment que vous allez tous bien avec vos proches et vos familles dans cette épidémie de Covid. Vous me voyez là dans nos locaux de Jacou, près de Montpellier, c'est là où est implanté Medincell. C'est un ancien garage Renault qui a été transformé en open space et en laboratoire. Et c'est ici que Medincell travaille et fait le design de ses formulations longue action. Nous sommes 140, plus de 25 nationalités, avec une densité assez spectaculaire d'ingénieurs, de scientifiques, PhD, pharmaciens et médecins. Je suis aujourd'hui donc avec Jaime Arango, notre directeur financier, qui interviendra plus tard dans la présentation. Évidemment, à cause des contraintes Covid, il est dans une autre pièce. Nous faisons habituellement ces conférences 2 fois par an. On a souhaité en faire une aujourd'hui, donc au mois d'avril, d'abord pour vous expliquer comment Medincell traverse la crise, en profiter pour faire un point sur le portefeuille et enfin pour parler évidemment de notre initiative sur le Covid-19. Tout au long de la présentation, je répéterai quelques fondamentaux de Medincell. Je sais que beaucoup d'entre vous nous ont rejoints ces dernières semaines et donc on essaiera de faire preuve de pédagogie pour vous expliquer ce que nous faisons afin que vous le compreniez de la meilleure façon possible. Donc ce matin, on a communiqué un communiqué de presse qui résume les différents points. Pour la première fois, nous faisons cette intervention en vidéo. Alors, je suis désolé, ma coupe de cheveux est une coupe homemade avec un rasoir de Carrefour. Je vais rapidement revenir sur les points importants et puis on répondra à vos questions, que vous pourrez, vous le verrez, les poser via le chat sur votre écran et dès maintenant. Vous pourrez même les liker. On répondra donc en priorité à celles qui ont le plus de suffrages. On fera évidemment une modération afin d'éviter une utilisation inappropriée du chat. Cette conférence est prévue pour 45 minutes et on essaiera néanmoins de répondre au maximum de questions possibles. Avant d'aller dans le vif du sujet, et comme à notre habitude, je voudrais rappeler la vision sur laquelle a été fondée Medincell. Toutes les belles sociétés ont été fondées avec une vision et des valeurs très fortes. Ce sont elles qui nous guident dans les moments difficiles et nous donnent le cap vers lequel nous diriger. À Medincell, cette vision est double. C'est d'abord celle d'une société pharmaceutique humaniste qui vise ou qui veut déployer sa technologie dans plus d'indications possibles, mais aussi pour en faire bénéficier toutes les populations du monde. Et deuxième vision, c'est celle aussi d'une entreprise humaniste où tous les salariés sont actionnaires de Medincell, ce qui apporte une énergie, une initiative, une autonomie considérable. Je vous rappelle que nous avons même inscrit au mois de septembre dernier dans nos statuts cette raison d'être. Comme on le fait habituellement, je vais démarrer par faire un point sur le portefeuille. On a évidemment contacté nos partenaires ces derniers jours pour avoir un point le plus frais possible et vous allez voir que les nouvelles sont très bonnes dans le contexte. Pour rappel, donc Medincell a développé cette fameuse technologie BIPO. C'est la technologie qui nous permet de faire des médicaments injectables, biorésorbables à action prolongée de plusieurs jours à plusieurs mois. Donc ça marche comme ça, on injecte un liquide fluide sous la peau. Après injection, ce liquide précipite, forme un petit dépôt de la taille d'un demi-petit pois qui va se dégrader en diffusant le médicament. Cela permet d'abord, dans beaucoup d'indications, d'assurer l'observance et s'assurer donc que le patient prend son médicament. L'observance, c'est la priorité numéro 1
depuis longtemps de l'OMS. Deuxièmement, ça permet, dans certains cas, de faire un traitement local en mettant le médicament là où on en a besoin. Et troisièmement, puisqu'on libère ce médicament dans la durée sans les à-coups d'un comprimé oral, on obtient dans certains cas des profils d'efficacité ou de toxicité qui sont supérieurs. Bipo a été choisi à l'origine donc de la fondation de la société, d'abord parce que ses composants sont connus, dans les excipients pharmaceutiques. C'est une technologie qui est extrêmement robuste, qui permet d'avoir des diffusions de qualité, mais c'est aussi une technologie qui permet d'avoir des déploiements de masse avec des coûts de production faibles. Et ça a été choisi évidemment pour soutenir la vision d'origine de la société. Notre portefeuille actuel est composé de 3 produits en stade clinique, dont 2 en stade clinique très avancé, et 8 autres en phase de formulation ou en préclinique. Ces 8 seront les prochains candidats à la clinique. Tous utilisent, sans exception, des molécules déjà connues, utilisées. Ça veut dire évidemment que les chances de succès d'un développement pharmaceutique comme le nôtre est supérieur à celui d'une nouvelle molécule et qu'on bénéficie de chemins réglementaires accélérés. Ce qu'on appelle un produit candidat, c'est un produit qu'on a validé à Medincell, in vitro, in vivo, en termes de durée, mais aussi de dose et de stabilité. C'est un produit qui pourra entrer en développement réglementaire. Donc, je disais qu'on avait 3 produits en essais cliniques avancés, en essais sur l'homme. Tous, d'ailleurs, aux États-Unis. 2 d'entre eux sont des antipsychotiques dont les financements sont financés et pilotés par notre partenaire Teva. La bonne nouvelle, c'est que malgré les événements actuels, Teva ne nous a pas signalé de retard, que le produit phare Medincell IRM, qui est actuellement en phase 3 aux États-Unis, donc la dernière phase d'essai clinique, suit son cours, et on reste sur les éléments d'agenda que nous vous avions communiqués, à savoir des résultats intermédiaires dans la deuxième partie de l'année, des résultats intermédiaires d'ailleurs sur lesquels pourrait se baser l'approbation du médicament. C'est un produit qui vise la schizophrénie. La schizophrénie, c'est 1% de la population dans le monde, donc une prévalence très élevée, avec des conséquences considérables quand les patients ne suivent pas leur traitement. On évoque parfois le chiffre de 20% des nuits d'hôpitaux aux États-Unis étant reliées directement ou indirectement à la schizophrénie. Évidemment, c'est à mettre en relation avec ce que nous vivons dans la pandémie actuelle, qui ne nous doit pas faire oublier, évidemment, toutes les pathologies existantes et des pathologies donc aussi graves que celle-ci. Cette phase 3, donc, c'est la dernière phase avant la commercialisation. Le deuxième antipsychotique avec lequel nous travaillons avec Teva est quant à lui en phase 1. On développe également un produit pour la gestion de la douleur et l'inflammation post-opératoire. Les 2 premiers étaient dans la catégorie observance. Ce deuxième est plus dans le traitement local. Il s'agit de mettre un anti-inflammatoire sur le lieu de la chirurgie après les opérations orthopédiques. La première indication choisie, c'est la pose de prothèse de genou. C'est 1 million de patients aux États-Unis. C'est aussi la chirurgie dans laquelle les patients prennent le plus d'opioïdes. Et 15% d'entre eux deviennent addicts. Donc vous connaissez l'importance de la crise des opioïdes aux États-Unis. C'était la priorité jusqu'il y a évidemment quelques mois. Et ce produit pourrait avoir un impact important
sur cette crise des opioïdes. Les critères d'évaluation primaire de la phase 2A en cours sont la douleur et la consommation d'opioïdes. La bonne nouvelle qui nous a été donc communiquée par notre partenaire, c'est que l'essai clinique de phase 2 est terminé comme prévu et qu'il s'attend à avoir des résultats favorables lui permettant de lancer directement une phase 3 d'ici la fin de l'année, donc sans passer par une phase 2. Cette stratégie doit être validée évidemment dans une réunion avec la FDA au courant de l'été. Et pour des raisons stratégiques et dans un contexte très concurrentiel, les résultats de l'essai qui vient de se terminer resteront confidentiels pour le moment, comme nous l'avions déjà évoqué. Je vais maintenant balayer brièvement les autres programmes donc, qui sont soit en formulation pour certains, soit en préclinique, ce qu'on appelle les futurs candidats à la clinique. L'effet marquant de ces derniers mois, ça a été évidemment la validation d'une formulation candidate pour le contraceptif 6 mois que nous développons avec le soutien de la fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez vu hier que nous avions, avec la fondation, donc défini cette formulation lead pour aller en préclinique. Je vous rappelle que ce programme a reçu le soutien de 3,5 millions de dollars de la fondation il y a 2 ans et qu'en décembre, la fondation a attribué 19 millions supplémentaires pour continuer le développement de ce produit. On a aussi annoncé, il y a 1 mois, une autre subvention de 6,4 millions de dollars pour le développement d'un traitement anti-malaria avec le support, donc cette fois-ci, de la Fondation internationale United. Certains d'entre vous l'ont noté, beaucoup nous ont posé des questions. Vous avez pu voir que le médicament, la molécule utilisée dans ce programme s'appelle l'ivermectine, une molécule dont on va parler tout à l'heure dans notre initiative sur le Covid-19. J'en profite pour rappeler que le produit que nous développons avec United n'est pas celui qui sera utilisé ou qui serait utilisé contre le Covid. Ils auront des caractéristiques différentes avec des critères d'évaluation différents adaptés à leurs indications respectives. Enfin, on a débuté il y a quelques semaines les activités de développement d'une collaboration exploratoire avec la Fondation Gates dans le VIH, dans le HIV, pardon, cette fois-ci. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons faire, ou nous visons à faire dans cette indication, de la prophylaxie, c'est-à-dire de la prévention, en administrant dans de longues durées la molécule choisie. Et c'est la même stratégie que nous visons avec le Covid-19. Parlons maintenant de cette fameuse troisième voie, celle que nous avons choisie avec le Covid-19. Le communiqué il y a quelques jours a suscité énormément d'intérêt. Mais avant de démarrer, je voudrais préciser que cette initiative, contrairement à ce qui a été écrit dans un journal taïwanais, n'est faite ni avec la Fondation Gates, ni United, et que c'est aujourd'hui une initiative strictement Médincel. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le Covid, on parle de traiter les patients, on parle de développer des vaccins, mais on pense qu'il y a une troisième voie, la prévention. Évidemment, les vaccins, on espère tous qu'ils arrivent vite, mais l'histoire montre que les vaccins peuvent prendre des années, voire des dizaines d'années à se développer, et parfois, on échoue même à en trouver, comme dans le HIV. Donc, on n'est pas sûr d'y arriver. Et les mutations possibles du virus compliquent encore plus la tâche. Donc, notre objectif à Médincel, c'est de faire la recherche nécessaire, puis développer un produit qui pourrait protéger
de l'infection, qui, après une injection sur plusieurs mois, pourrait protéger les patients qui la recevront, qui pourraient être dans un premier temps, évidemment, les personnes âgées, les populations de soignants, mais aussi la population à risque en général. Ce qui pourrait éviter, réduire l'impact du confinement et ses conséquences économiques désastreuses. La molécule que nous avons choisie et qui nous semble extrêmement prometteuse, c'est, vous l'avez deviné, cette fameuse ivermectine. Cette ivermectine, on l'a choisie parce qu'elle a déjà montré son efficacité en laboratoire sur plusieurs virus, comme le West Nile, la rage, le HIV, le SARS, la dengue, et plus récemment sur le Covid-19, comme vous avez pu le voir dans cette publication de l'Université Monash australienne. Donc nous avions démarré cette initiative avec cette molécule-là, d'autant plus qu'on la connaît bien. Elle se prête extrêmement bien à la technologie BIPO. Nous pouvons et nous avons montré que nous pouvions faire des formulations de cette molécule sur plusieurs mois. On a même publié certains résultats de formulation sur l'ivermectine dans une publication scientifique dans le Journal of Controlled Release, qui est la Rolls-Royce des publications de notre secteur, au mois de janvier. Et puis, il y a quelques semaines maintenant, on a annoncé la formulation ou la recherche de formulation pour lutter contre le vecteur de transmission de la malaria, donc avec la fondation United. Et puis les choses se sont emballées avec cette fameuse publication australienne, et il n'est pas de jour depuis où nous ne recevons pas des signes intéressants sur le potentiel de cette molécule pour traiter le Covid. Il y a une dernière étude qui a été publiée il y a 3 ou 4 jours par des scientifiques issus de l'Université de Utah, du Brigham and Women's Hospital qui est issu de Harvard, pour montrer des indications très intéressantes de l'efficacité de l'ivermectine dans le traitement. Alors là, on ne parle pas de prophylaxie, de prévention, mais de traitement. Évidemment, il faudra des études supplémentaires pour valider l'action de l'ivermectine en préventif. C'est ce que nous envisageons de faire dans la suite de nos recherches. Et on noue actuellement des collaborations avec différents organismes à travers le monde sur ce sujet. Si ce concept est validé, vous comprenez évidemment qu'il pourrait jouer un rôle majeur dans le traitement de la pandémie et des potentielles vagues suivantes à venir, surtout si le vaccin met du temps à arriver. Aujourd'hui, on l'a écrit, on n'est pas en mesure de donner un agenda des futurs développements. Notre objectif, c'est évidemment d'aller le plus vite possible. L'enjeu est colossal. On a des liens avec de nombreux partenaires industriels, de grandes ONG qui pourraient se révéler très utiles dans la suite des phases de développement et particulièrement potentiellement de production. Je vous rappelle qu'on a une joint venture qui nous permet déjà de produire l'élément essentiel de nos formulations, ces fameux polymères BIPO, à grande échelle, dans des conditions pharmaceutiques et pour des déploiements de masse. En cas de succès, l'impact d'un tel produit pourrait être énorme pour les populations mondiales et c'est notre responsabilité à Medincell de faire tout ce que nous pouvons pour participer à cet effort de lutte et réussir ce projet. On allait aussi aborder l'impact du Covid sur Medincell et nos opérations. On connaît une crise sans précédent. Le management de Medincell a déjà connu les crises de 2001, de 2008 et d'autres. Et la leçon qu'on a tirée de ces événements, c'est que quand on est dans des zones de tempête, il faut mettre la société en position de repli pour gagner du temps et durer, car on ne connaît en général ni l'ampleur
ni la durée de ces tempêtes. Dès le début de la crise, nous avons mis d'abord, évidemment, nos collaborateurs en sécurité, en interdisant les voyages et en mettant la grande majorité d'entre eux en télétravail. On a même organisé un service de livraison de fauteuils du bureau pour qu'ils puissent travailler convenablement chez eux. Le laboratoire continue de fonctionner avec bien sûr toutes les précautions nécessaires pour protéger ceux qui travaillent et s'attellent à ce que nos programmes stratégiques continuent et avancent comme prévu. Je vais laisser maintenant la parole à Jaime qui va aborder quelques éléments financiers. Jaime. Merci beaucoup Christophe et merci à tous de nous avoir rejoints à ce call. Comme le dit Christophe, on a su s'adapter très rapidement. Nous avons donc revu toutes nos dépenses, ligne par ligne, de manière à continuer à assurer la continuité de toutes nos activités stratégiques et mettre en suspens toutes celles qui peuvent l'être. Nous avons également mis en activité partielle une partie de notre équipe. Cela permet à la société de conserver une bonne visibilité financière que nous estimons aujourd'hui à plus d'1 an. Et ce, dans tous les scénarios possibles, y compris avec une reprise de l'activité normale. Mais ne sachons pas comment la crise va évoluer, ni quelle sera l'attitude des marchés financiers dans les mois qui viennent, ni ce qui peut se passer chez nos partenaires, nous travaillons très activement aujourd'hui sur des outils complémentaires comme les emprunts garantis par l'État, les PGE, ou encore l'accès aux 5 millions d'euros restants à encaisser du prêt avec la Banque européenne d'investissement. Nous avons donc protégé la société et préservé ses programmes stratégiques, mais nous restons très vigilants. Je vous rappelle que notre année fiscale s'arrête au 31 mars et les résultats annuels de la société seront présentés au mois de juin. Nous réorganiserons une nouvelle réunion actionnaire à ce moment-là. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Beaucoup Jaime. Donc, comme nous l'avions indiqué au départ, donc on va répondre aux questions qui arrivent en live. Alors, la première question est la suivante. Comment comptez-vous générer du chiffre d'affaires par la commercialisation de votre BIPO combiné à l'ivermectine, un médicament tombé dans le domaine public? Alors, évidemment, il est un peu tôt pour répondre directement à cette question, mais je vais vous donner des éléments comparatifs et qui sont vraiment la thèse sur laquelle Medincell a été fondée. Notre thèse, c'est que historiquement, la pharma a vendu ces nouveaux produits à des prix très élevés dans les pays développés et donc a réduit l'assise et le nombre de patients qui pouvaient utiliser ces médicaments à l'échelle mondiale. À Medincell, on veut utiliser ce qu'on appelle en économie les courbes de prix-élasticité, à savoir que quand on baisse un prix, l'adoption du produit augmente de façon significative et qu'on peut faire la même quantité de profit au final, voire plus, avec des prix bas, mais des volumes beaucoup plus importants. Donc, dans un cas comme celui-ci, ça serait évidemment critique. Le deuxième facteur qu'on utilise justement pour assurer le déploiement de produits dans le monde, c'est le différentiel de prix entre les pays développés et les pays en voie de développement. Vous avez peut-être pu voir dans nos publications sur la collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates que autant la fondation avait les droits pour les applications humanitaires, donc qui justement visaient à pouvoir déployer ce produit à très faible prix sur des dizaines, voire des centaines de millions de femmes, Medincell gardait les droits pour les pays développés notamment, et globalement les droits commerciaux dans le monde entier, pour des pays dans lesquels ces produits peuvent être évidemment
une grosse source de profit. La contraception, par exemple, c'est un marché de 5 milliards aux États-Unis. Donc, si, c'est avec un si, parce qu'évidemment, il y a un bout de chemin à faire pour arriver à ce stade, nous sommes convaincus qu'un produit comme ça pourra profiter des éléments que je viens de citer. Deuxième question. Bonjour Christophe, existe-t-il d'autres sociétés qui travaillent sur des formulations injectables à effet prolongé? Oui, évidemment. Comme dans tous les champs technologiques, les nouvelles technologies où il y a un très fort potentiel, il y a toujours de la concurrence, et d'ailleurs tant mieux, ça permet d'être une source d'émulation. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des sociétés comme Medincell qui ont des partenaires de rang Tier 1 comme Teva, la Fondation Gates avait des produits en phase 3 et une capacité à développer des produits dans un engine de formulation comme nous l'avons conçu sont extrêmement rares. Question suivante. Projet Covid-19 à quelle échéance de temps? Alors là, c'est évidemment une question dans laquelle je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui, comme on l'a indiqué sur le communiqué de presse, parce que ça dépend beaucoup de différents scénarios. Il est probable que nous pourrons, si les choses se passent bien, profiter d'accélérations réglementaires, non seulement les accélérations réglementaires historiques, mais aussi les accélérations réglementaires qui sont mises en place pour traiter le Covid. On a réorganisé nos processus à Medincell aussi pour que ce projet soit traité avec une grande priorité et qu'on optimise un paramètre qui est souvent délaissé, négligé dans notre industrie, le temps. Question suivante. Dans la presse, où sont les tests in vivo de l'ivermectine? Là, je ne peux pas répondre encore de nouveau. Nous sommes dans la stratégie à Medincell de définition du projet, de nouveau pour aller le plus vite possible. Je vous rappelle que l'ivermectine, c'est un médicament connu depuis une quarantaine d'années. Elle a été découverte au Japon et ses inventeurs, en quelque sorte, ont d'ailleurs reçu le prix Nobel de médecine en 2015 pour ses applications dans la cécité des rivières. C'est donc une molécule qui a été utilisée sur plus de 30 millions de personnes, qui est réputée être très safe, avec peu d'effets secondaires, et qui est même dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Question suivante. Bonjour, merci pour cette initiative. Depuis quelques jours, les volumes de vente sont très nettement supérieurs aux volumes précédents. Comment expliquer ces volumes? Y a-t-il eu un franchissement de seuil? Comment faire pour que les actionnaires historiques puissent bénéficier des cours? Donc, je vais demander à Jaime de répondre à cette question. Très bien. Donc, effectivement, le volume ont grandi dans les 2 dernières semaines et c'est lié à l'intérêt croissant des investisseurs compte tenu des derniers communiqués de presse. Aujourd'hui, la société n'a pas été notifiée d'un franchissement de seuil et pour rappel, c'est à l'investisseur de faire ces déclarations. En ce qui concerne ce qu'on appelle les investisseurs historiques, c'est les employés, on soit un employé associé, nous avons signé un pacte avant l'introduction en bourse en 2018 et ces actionnaires historiques peuvent vendre les actions en respectant les termes de ce pacte, ce qu'on appelle la liquidité coordonnée. Et le process, il est mis en place depuis le mois d'octobre dernier. Merci beaucoup, Jaime. Dans la presse, des articles font le lien entre la nicotine, le Covid-19 et l'ivermectine. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les doses d'ivermectine nécessaires au traitement du Covid-19 pourraient être toxiques pour l'homme?
Alors, sur le premier point, vous voyez qu'il y a une publication d'ailleurs qui a été faite ces derniers jours, mais on a pu voir dans pas mal de statistiques antérieures, effectivement, que dans les patients hospitalisés par à cause du Covid et en réanimation, contrairement à ce qu'il était évoqué, il y avait une proportion de fumeurs beaucoup plus faible que dans la population générale. Et donc, certains pensent que cette nicotine a un impact via le lien et des publications qui ont été faites dans le passé sur ce fameux récepteur nicotinique. Et là où ça devient intéressant en ce qui nous concerne, c'est qu'il a été démontré que que l'ivermectine avait un effet aussi sur ce récepteur nicotinique. Donc vous voyez que c'est encore un indice qui va dans notre direction, d'autant plus que là, il y a quelque part un double indice, celui de ce fameux récepteur nicotinique, mais aussi le fait que dans les thèses que l'on voit arriver, la nicotine aurait un effet préventif sur l'infection, qui est exactement ce que nous souhaitons faire avec un médicament qui n'est pas la nicotine et donc avec moins de défauts que cette molécule, notamment en termes d'addiction. La deuxième question donc, de cette phrase, c'était sur est-ce que les doses d'ivermectine nécessaires au traitement pourraient être toxiques pour l'homme? Là, on commence à voir effectivement des éléments là-dessus. Je vous répète que l'ivermectine, c'est une molécule qui est connue et avec très peu d'effets secondaires dans les doses utilisées aujourd'hui. C'est dans les dernières catégories de médicaments les moins toxiques à la FDA. Il y a des méta-analyses, des analyses qui montrent même qu'à des niveaux supérieurs, il n'y a pas d'effet secondaire avéré. Cependant, il est vrai que dans l'étude australienne, les scientifiques ont mis une dose très importante d'ivermectine pour faire la dose de concept, une dose supérieure à ce qui pourrait être utilisé en réalité. C'est un essai in vitro, donc il n'est pas pertinent de faire une extrapolation de ces concentrations locales sur cellules en laboratoire avec, évidemment une efficacité potentielle sur homme. Et puis, on commence à voir des études, celle que j'ai citée tout à l'heure, qui a été publiée là juste cette semaine par des scientifiques de l'Université de Utah et du Brigham and Women's Hospital de Harvard, qui montrent que les doses utilisées aujourd'hui en traitement courant dans d'autres pathologies, notamment parasitaires, pourraient être efficaces. En tout cas, donnent des indices extrêmement intéressants sur les patients atteints de Covid. Et puis, troisième point, je vous rappelle que dans une optique de prévention et non pas de traitement, les doses que nous utiliserions seraient largement inférieures à celles des traitements actuels et donc que ça pourrait réduire le risque. Question suivante. Vos produits nécessitent-ils de suivre les mêmes procédés et essais cliniques, souvent longs et coûteux, de mise sur le marché que le développement de médicaments à partir d'une nouvelle molécule? Quel est le calendrier type de la conception à la commercialisation pour les produits que vous développez? Alors, j'ai déjà répondu en partie à cette question tout à l'heure, puisqu'on peut comprendre que quand on utilise une molécule déjà connue, approuvée, les risques sont sans commune mesure en termes d'efficacité, en termes de toxicité, avec une nouvelle molécule non connue. Et donc, évidemment, les instances réglementaires, le MEA en Europe, la FDA aux États-Unis, ont reconnu cet avantage et ont développé des processus d'approbation accélérés, allégés, beaucoup moins coûteux, avec moins de patients. Ces processus, ça s'appelle, alors aux États-Unis, c'est le nom barbare de 505B2, et en Europe,
de processus hybrides. Dans les produits cliniques que j'ai cités en début de présentation, notre produit en phase 3, par exemple, n'a pas eu à faire de phase 2. Il y a eu une phase 1, puis une phase 3. Le produit en traitement local, lui, a fait une phase 1-2 combinée, parce qu'on était dans une nouvelle indication. Nos produits sont dans deux catégories. Soit c'est la même molécule dans la même indication, comme en schizophrénie, soit la même molécule dans une nouvelle indication, comme c'était le cas en orthopédie, mais ce qui pourrait éventuellement être le cas sur les projets ivermectine. Bonjour, au vu de l'actualité Covid, pourriez-vous nous éclairer concernant l'utilisation de l'ivermectine et de vos technologies chez l'homme et le dosage nécessaire qui semble difficile à atteindre pour obtenir les résultats de l'étude australienne? Alors, j'ai déjà répondu, là aussi en partie, à cette question juste précédemment. Ce que nous savons, c'est que il y a des études qui commencent à sortir avec les concentrations d'ivermectine utilisées usuellement dans des pathologies déjà approuvées, notamment traitements parasitaires, qu'elles pourraient être suffisantes et que l'étude australienne est une étude in vitro, donc sans corrélation avec les concentrations potentiellement nécessaires chez l'homme. C'est la suite des observations d'études cliniques qui nous apportera la réponse. On reçoit en ce moment tous les jours, grâce à la communication que nous avons faite, des exemples de médecins qui connaissent bien la molécule. On a encore eu un exemple d'un médecin qui l'utilisait dans une EHPAD en France avec des résultats expérimentaux qui sont difficiles à extrapoler de manière théorique, mais vraiment intéressants. Y aura-t-il prochainement un test de votre formulation injectable ivermectine sur un panel humain? Alors, prochainement, nous l'espérons. À court terme ou à très court terme, non, puisqu'il nous faut un petit peu de temps pour développer cette formulation, même si on connaît déjà la molécule et qu'on travaille déjà sur des formulations longue action. Par contre, il devrait y avoir dans l'intérim des études qui pourraient montrer que des comprimés d'ivermectine pourraient être efficaces en prévention. Et donc cela pourrait démarrer évidemment beaucoup plus rapidement. Et ces data, à terme, pourraient nous aider à bridger vers la formulation long-acting pour une adoption accélérée. Bonjour, quelle différence entre ce traitement, si son concept est validé, et un vaccin, puisqu'il permettrait de prévenir la transmission du Covid-19? L'avantage du vaccin, c'est qu'on le fait une fois, ou en tout cas pour une période très longue, avec des rappels plus tard, et qu'on est protégé dès que ce vaccin a été administré pendant les périodes suivantes. Dans notre cas, en prophylaxie, en prévention, les patients ne seraient potentiellement protégés que pendant la période pendant laquelle ils prennent le traitement. D'où l'avantage d'une injection longue action, parce que dès que des patients arrêtent de prendre leurs comprimés oraux, ils ne seraient plus protégés. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le VIH, puisqu'il y a des essais cliniques qui ont montré qu'en libérant des antirétroviraux dans la durée, en comprimés oraux, on avait effectivement une protection, mais qu'elle n'était plus là quand les patients arrêtaient de prendre leur traitement. D'où l'intérêt des injections longue action en protection dans le VIH et la raison pour laquelle on travaille avec la Fondation Gates sur le sujet. Ensuite, deuxième point, il pourrait être aussi possible qu'en lissant la concentration de médicaments
diffusée dans le corps, il y ait des bénéfices, hein, autres que l'observance, hein, puisque idéalement, un médicament, beaucoup de gens le disent, devrait être libéré de façon stable et non pas avec les à-coups des comprimés, hein. Mais ça sera à vérifier dans des essais et ça peut être possible, ça a déjà été possible dans certaines indications. Alors, attendez-vous des retards et nouveaux délais de développement de vos projets avec partenaires et internes suite au changement de priorité de la FDA? Alors, c'est une excellente question. Une question, pour rien vous cacher, évidemment, qui nous a inquiétés au début des événements du Covid, à cause de la surcharge des hôpitaux américains, des décalages d'essais cliniques. On pense, de la chance à Medincell, c'est que la crise actuelle est arrivée probablement au meilleur moment, hein, sur nos deux essais cliniques les plus avancés, hein, puisqu'ils sont arrivés en fin de période, hein. Alors, on n'a pas encore l'indication officielle sur les sites d'essais cliniques que l'essai de phase 3 de Teva est terminé. Mais Teva nous indique pour le moment, on ne nous a pas communiqué de changement. Et puis, avec notre partenaire en orthopédie, on a vu que l'essai clinique était terminé et que maintenant, il faut préparer la suite et le démarrage potentiel de la phase 3. Et donc, on est arrivé quelque part de façon coïncidentale dans un trou d'activité ou un quasi-trou d'activité de nos essais cliniques qui nous a servi. Mais on ne connaît pas la suite, hein, évidemment. On ne connaît pas la suite, on ne connaît pas la durée de rétablissement des États-Unis, la durée que reprendront les hôpitaux à réenclencher le traitement des patients autres que Covid. Vous voyez de plus en plus que dans la presse, il y a une grosse inquiétude sur le fait que beaucoup des traitements, des opérations ont été décalés en oncologie, etc. Donc, il faudra suivre avec attention, évidemment, la suite des événements. Pour les programmes en R&D, vous notez qu'ils sont internes. Est-ce que la stratégie est de les co-développer avec un partenaire comme ceux avec Teva ou AIC? Alors là, il y a deux stratégies. La première, c'est qu'il y a quelques années, nous avons démarré des développements internes de produits, hein, ceux qui sont ces fameux candidats à la clinique. Et on l'a fait parce qu'on sait pertinemment que si on avance un programme dans les phases amont de clinique, il est beaucoup plus facile de trouver un partenaire de qualité et que les conditions financières seront beaucoup plus avantageuses, évidemment, pour Medincell. Néanmoins, avec la visibilité accrue que Medincell a gagnée avec l'introduction en bourse, le fait que notre technologie maintenant est en phase 3, on a un regain d'intérêt de l'industrie et des discussions en cours sur des collaborations très early stage sur certains produits. Bonjour, merci pour votre présentation très encourageante et nous vous en remercions. Quel est l'objectif de cet essai? Montrer que Medincell est présent et confiant pour un dénouement rapide. Bravo pour vos choix stratégiques, bien à vous. L'objectif primaire de cette conférence, de cette vidéoconférence, c'était d'abord de donner des informations sur comment Medincell passait à travers la crise, hein, sur les programmes existants, hein, c'était l'objectif primaire. Et vous voyez pour le moment que les choses se passent bien. Deuxièmement, ça a été aussi de montrer que notre visibilité financière était assurée. Et puis troisièmement, on en a profité pour aussi expliquer un peu plus en détail, répondre aux questions sur ce fameux sujet de notre troisième voie dans la prévention du Covid-19. Bonjour, quel est le délai pour avoir un produit anti-Covid techniquement et ensuite du point de vue de l'homologation? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en mesure de répondre. Ça dépend de beaucoup de scénarios différents, mais je peux vous assurer
que les 140 collaborateurs de Médincel sont à fond derrière ce projet et que nous ferons tout ce qui est en mesure du possible pour en assurer une suite heureuse et dans les délais les plus rapides possibles. Bonjour, si l'ivermectine est efficace contre le virus, pourquoi ne pas développer un traitement au lieu de développer un traitement préventif? Parce qu'aujourd'hui, si des comprimés oraux d'ivermectine sont efficaces, il y a déjà un traitement potentiel. D'ailleurs, beaucoup de gens le testent aujourd'hui. Et la valeur ajoutée d'un injectable longue action n'est pas très élevée par rapport au traitement par comprimés oraux. Par contre, sur un traitement préventif qui pourrait atteindre plusieurs mois, là, on a notre mot à dire, comme je l'expliquais tout à l'heure. Quels sont les effets secondaires de l'ivermectine? Encore une fois, ils sont très faibles. En général, ils sont cachés par les effets secondaires des pathologies dans lesquelles l'ivermectine est utilisée. Hein. Bon, je ne vais pas les énumérer ici, mais vous pouvez taper ivermectine sur Wikipédia, par exemple, et voir ceux qui sont connus. Identifiez-vous certains pays plus susceptibles que d'autres d'adopter cette solution ivermectine, sachant que cette pandémie est partagée par tous? Sincèrement, si on avait une solution aujourd'hui, malheureusement on ne l'a pas, qui permettait de faire la prévention, vous comprenez que je pense qu'on pourrait l'utiliser, on l'utilisera dans tous les pays. Hein. D'abord sur les populations les plus à risque, les soignants, évidemment, les personnes âgées, celles avec des pathologies comorbides, et puis aussi dans les pays en voie de développement où le manque de contrôle du confinement rend la situation encore plus compliquée. Alors ensuite, pourquoi votre étude n'a-t-elle pas été révisée par les pairs? Parce qu'on n'a pas encore d'études hein, aujourd'hui. Les études qui sont en cours sont des études externes, comme celle de Monash en Australie, qui, elle, a été révisée par les pairs. Certaines des études qu'on voit sur les doses jugées élevées d'ivermectine, par contre, on a regardé, n'ont pas été validées. Mais c'est une bonne question. Hein, il faut vraiment faire attention à ce que les études soient validées par des pairs. Alors, est-ce que ce développement Covid pourrait avoir d'autres applications? Alors, c'est une excellente question. L'ivermectine est une molécule avec beaucoup de modes d'action différents, avec du potentiel dans pas mal d'indications. Là, on va l'utiliser pour casser le vecteur de transmission de la malaria, peut-être dans le Covid. Et je ne vous cacherai pas qu'on regarde aussi son potentiel dans d'autres indications, mais que je ne peux pas divulguer aujourd'hui pour des raisons confidentielles. Alors, quelle différence entre ce médicament et l'hydroxychloroquine sur le côté efficacité, effet secondaire, aussi champ d'action? Alors, c'est difficile à voir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'essais comparatifs et très peu de data aujourd'hui sur l'ivermectine, donc en curatif. Euh, Je pense que ça va arriver dans les semaines et les mois qui viennent, évidemment. Par contre, en toxicité, il semble être reconnu donc, par les médecins que l'ivermectine est beaucoup moins toxique que, euh, que l'hydroxychloroquine, ce qui a motivé d'ailleurs son utilisation sur des pathologies à très grande échelle et sur notre projet malaria avec United. Bonjour. Ah, ça va être pour Raimé, ça va me permettre de me reposer 2 secondes. Suite à votre réponse sur les forts volumes journaliers en bourse, dois-je comprendre que certains salariés actionnaires ont vendu? Si oui, peut-on avoir les pourcentages vendus? J'ai cru entendre lors de l'IPO qu'il y avait un pacte d'actionnaires. Est-ce que son processus est respecté actuellement? Merci. Raimé, c'est pour toi. Merci Christophe. Effectivement, nous suivons les règles de ce pacte d'actionnaires afin d'assurer le contrôle. Maintenant, en ce qui concerne le volume, nous ne pouvons pas divulguer aujourd'hui
la quantité de volume qui a été fait. Ça, on le fait avec des établissements financiers qui font les meilleurs efforts pour vendre les volumes sur le marché. Super, merci Raimé. Je suis désolé, mais là, nous atteignons la durée qui était prévue. Il y a encore pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on les garde et qu'on se revoie donc courant juin quand nous présenterons, Raimé, nos résultats financiers de l'année 2019-2020. Je vous rappelle que notre année fiscale se termine au 31 mars. Pour conclure, je voudrais vraiment d'abord remercier tous nos collaborateurs qui sont passés aussi à travers cette crise dans des conditions difficiles, certains avec des familles, d'autres avec des personnes atteintes par le virus, et qui malgré tout ont permis à la société de continuer à avancer de façon significative. Je voudrais aussi témoigner nos remerciements collectifs euh, envers nos actionnaires existants qui nous soutiennent. On reçoit beaucoup de messages d'encouragement. Et puis tous ceux qui nous rejoignent dans l'aventure. Et vous allez voir, l'aventure Médincel, elle est magnifique.